train de rabattre les cartes politiques. Le JNIM, l'un des acteurs centraux dans le pays, a réagi à l'annonce et cette officialisation donc, du départ de Wagner. Certaines phrases ont retenu l'attention de Wassim Nasr, notre expert des mouvements djihadistes. Rappelons d'abord que le groupe djihadiste est à l'offensive. Il a récemment infligé d'importantes défaites à l'armée malienne, notamment à Boulekessi, c'est dans le centre. Wassim, bonjour. Bonjour. Le JNIM avance, y compris dans le sud-est du pays, d'abord à Sikasso, c'est à la frontière avec le Burkina Faso, avec une grande base militaire là-bas. Absolument, les attaques se multiplient à travers le pays et là on va voir sur une carte les attaques donc à partir du 1er juin. Et là on parle des attaques, donc toutes les attaques sont du JNIM qu'on a cité, sauf Tessit, c'est une attaque de l'État islamique et on voit que il y a eu 2 attaques quand même dans les faubourgs de Bamako, on y reviendra. On va juste voir d'abord une image de la base de Tessit, donc contrôlée par l'État islamique et c'est important de le dire parce qu'on parle de plus de 40 morts, donc reprise d'activité de l'État islamique dans le secteur de Gao et le contrôle de cette très importante base de l'armée malienne de Tessit. Mais revenons au JNIM, donc 2 attaques dans les faubourgs de Bamako. On a des photos d'une attaque de fourgons, des centaines de millions de francs CFA ont été dérobés, à peu près 300 000 euros. Le JNIM dit que c'est un fourgon du gouvernement, sauf que l'attaque a eu lieu donc entre Baoulé et Diogaré, donc sur la route de Kati, centre du pouvoir, 20 km de Bamako à peu près, et la société de transfert de fonds propriétaire est la SATAM, qui n'est pas une société gouvernementale, mais on ne sait pas cet argent liquide à qui il était destiné. On sait surtout que le JNIM a aujourd'hui ce pactole de à peu près 300 000 euros entre les mains. On va regarder les images de Mahou. Et pourquoi c'est intéressant, c'est ce dont vous parlez à Sikasso, c'est une base importante qui a été prise par le JNIM. Là, on voit les plans qui sont faits à terre de manière très rudimentaire, donc c'est une sorte de plan de la base. Là, c'est l'attaque de la base qui, disons-le, est bien défendue. Il y a des SAS, à la différence d'autres attaques qu'on a vues, et on voit encore l'usage des drones civils pour monitorer les tirs et l'attaque. Donc là, par drone, ils voyaient ce qu'il y a derrière le mur. Avec les véhicules de l'armée, ils cassent le mur. Et là, pour démentir l'armée malienne, ils montrent les djihadistes qui sont de retour dans leur base, le campement de départ. Pourquoi? Parce que l'attaque de Mahou, selon les autorités maliennes, les FAMA, les djihadistes ont été repoussés et ils ont été défaits sur la route et frappés via vecteur aérien, comme ils le disent. Ceci dit, toutes les attaques que vous avez mentionnées et qu'on a traitées ici, toutes les bases n'ont pas eu un soutien aérien. Donc on avait dit ici la dernière fois qu'il y avait un problème de munitions de drones, de fourniture de munitions. Et donc on a vu qu'il y a eu, on va voir les images, 8 frappes aériennes et pas que de drones depuis le 4 juin. Les victimes sont que des civils, une personne âgée, une femme, un bébé d'1 an à Tajmar, un mort à Djancheché. Et là les images c'est de Zaro qui a été frappé 2 fois, vendredi et samedi. Ça c'est un dépôt de carburant. Il y a eu des attaques à Douna et Bakan. Donc puis ce n'est pas parce qu'il y a eu des frappes aériennes sur des cibles aléatoires et civiles qu'il n'y a pas un problème de munitions. Sinon, encore une fois, pourquoi toutes ces bases qui ont été attaquées par les djihadistes n'ont pas eu un soutien aérien? D'après vos informations, Wassim, le JNIM détient aussi un nouvel otage qui serait de nationalité iranienne. Absolument, donc c'est une info exclusive qu'on a réussi à avoir. On a sa photo, on a évidemment la floutée, on montre son visage tel quel. Selon eux, donc selon les djihadistes, il a été pris dans une zone minière à la frontière avec la Guinée, suivant une politique, et là c'est eux qui parlent, de ciblage des intérêts des soutiens aux juntes, donc la Russie, la Turquie et la Chine nommément. C'est un développement important. Il se peut aussi que cet otage ait été capturé près de Bamako le 5 juin sur un site de traitement de gravier qui est sur la route effectivement qui mène vers la Guinée. Mais selon les dires rapportés par les ravisseurs, encore une fois, il s'appelle Afshin Halim Shayrak, donc de nationalité iranienne. Il travaille depuis plus de 10 ans selon lui dans l'entreprise turque Somako sous la direction de 2 frères de nationalité turque. Le JNIM détient d'autres otages étrangers? Absolument, pas d'occidentaux, ça il faut le noter, il n'y a pas d'otages occidentaux entre les mains du JNIM, mais il y a 2 Russes ou Ukrainiens, ça c'est une photo aussi qu'on a réussi à se procurer, donc Ukrainiens de Donbass, donc avec passeport russe, qui ont été pris au Niger, au Tillabéri, le 19 juillet dernier. Ils faisaient partie d'un groupe de prospection minière pour le compte de Wagner, mais n'oublions pas que le JNIM a aussi des otages locaux, dont par exemple dernièrement 22 militaires de l'armée malienne pris à Boulkessi qu'on a traité et cité ici, on va les entendre. Lieutenant Abdoulaye Touré, deuxième sous-lieutenant Bouna, force de sécurité Boulkessi. Les éléments et moi, nous avons été arrêtés au cours de l'attaque qui a eu lieu le 1er juin 2025.
Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, depuis que nous avons été arrêtés par les Moudjahidines, on n'a pas été maltraités. Voici, on en vient à ce communiqué que vous avez consulté de la part du JNIM suite au départ officiel de Wagner du Mali. Le JNIM parle de victoire et évoque la formation d'un gouvernement. Ça, c'est nouveau. Absolument, c'est très nouveau, c'est très politique, mais rappelons quand même que le départ de Wagner ne signe pas le départ des Russes. Il y a l'Africa Corps qui arrive, pas avec le même mandat, beaucoup plus proche du ministère de la Défense russe, mais le JNIM a fait ce communiqué à titre aussi d'autres factions rebelles. Donc à la première lecture donc, de la version arabe qu'on voit ici, on voit l'appel au peuple de la région à former un gouvernement légitime qui gouvernera suivant le Coran et le Sunna, ce qui m'a semblé comme une généralité, donc ça revient souvent. Sauf que vérification faite et question posée aux premiers concernés, ça m'a été dit, ce message n'est pas général mais particulier au Mali. Et c'est là la portée, on va dire, politique du message, parce que ça veut dire qu'au-delà de l'annonce de la victoire contre Wagner, le message à la Russie qui suscite, d'après ces massacres, selon eux, une détestation plus grande que celle vis-à-vis des Occidentaux et leurs alliés, et l'invective de Bamako, cet appel s'inscrit dans la suite d'autres appels, mais cette fois de manière plus explicite et dans la continuité des accords avec les factions rebelles FLA, dont on a parlé ici et dévoilé quelques clauses des accords. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes, donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous, et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc il y a beaucoup de mécontents. Par exemple, l'imam Diko s'est exilé en Algérie, et donc le JNIM essaye de fédérer tous ces gens-là en s'appuyant sur l'accord qu'il a eu avec les FLA, mais évidemment avec qu'il pourrait avoir avec d'autres.